très content de vous retrouver. Une vidéo qui n'était pas prévue, mais Variety vient de sortir un article assez fou. Vraiment assez fou. Je vois déjà sur les réseaux sociaux des extraits, des phrases de cet article reprises un peu partout, par tous les médias. Et comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, moi, ce que j'aime, c'est aller à la source. Plutôt que de prendre juste une phrase sortie de son contexte, j'aime bien qu'on aille voir exactement, voilà, que dit l'origine de toutes ces infos. Retournons à la mère de toute information, à celle qui a enfanté ce flot de citations sur les internets. Mais donc, voilà, c'est cet article de Variety, en fait, et déjà dès le titre, on voit le truc. Crise chez Marvel, des plans de secours vis-à-vis de Jonathan Majors, les reshoots de The Marvels, et faire revivre les Avengers originaux, et encore plus de problèmes révélés. Déjà, le nom du titre, enfin le titre de l'article, ok, donc ça va traiter de pas mal de choses, et on voit qu'on n'est pas dans le positif, on va pas se mentir, il se passe des trucs. Et donc, voilà ce que va nous dire l'article. Donc, en septembre dernier, donc le mois dernier, enfin, il y a 2 mois maintenant, on est 1er novembre au moment où j'enregistre, un groupe de créatifs de chez Marvel, incluant Kevin Feige, s'est rassemblé à Palm Springs, parce qu'il faut savoir que tous les ans, il y a eu une espèce de retraite. Alors c'est pas de la retraite spirituelle dans ce cas-là, hein. On fait pas de la retraite spirituelle à Palm Springs, mais voilà, c'est une espèce de retraite où ils discutent de la situation de Marvel, des plans pour l'avenir, de comment régler des problèmes s'il y en a ou quoi. En règle générale, ce qui nous est dit là, c'est que tous les ans, la vibe de ces retraites, c'est plutôt hey, champion, ouais, on est trop fort, yes, on a encore fait une année de ouf, on est trop bon les gars. Pas cette année, clairement pas. Là non, c'était pas le cas. Ils étaient plutôt en mode inquiet pour le coup. Il y a eu une suite de déceptions sur les écrans. Il y a le scandale qui invoque bien évidemment Jonathan Majors avec le procès qu'il est en train de vivre, qui devrait, la prochaine étape sera fin novembre. Son avocat avait demandé à ce que avait dit que logiquement toute charge serait abandonnée parce qu'ils avaient des preuves qui montraient que dalle. Le juge a dit non, il y aura procès, donc voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va en être, hein. Il sera peut-être totalement innocent, mais mine de rien, c'est une sacrée épine dans le pied, bien évidemment, de Disney. Mais aussi, voilà, il y avait des soucis, du coup, par rapport à la viabilité des ambitions du studio d'étendre leur marque autant avec le streaming, c'est-à-dire en plus des films, avoir toute cette production destinée au streaming, à Disney+. Mais il est quand même dit que le plus urgent dans les problèmes dont il parlait, c'était quand même Jonathan Majors, très clairement, qui est censé être bien évidemment le grand vilain de la charge. Quand Dynasty qui arrive, on l'a vu dans Quantum Mania, on le voit dans Loki, on l'avait vu déjà avant dans la première saison de Loki en tant que celui qui demeure. Et le fait, bien évidemment, qu'il risque de perdre ce procès a fait réfléchir Marvel à on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait s'il perd ? Mais c'est même pire que ça. On va le voir dans cet article. Mais donc voilà. En gros, dans ce rassemblement à Palm Springs, ils ont discuté de plans de secours. Et donc, par exemple, comment est-ce qu'ils pourraient, et ça c'est une des citations que vous voyez un peu partout d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comment ils pourraient se détourner de Kang, comment ils pourraient changer d'adversaire en cours de phase. Par exemple, avoir un Docteur Doom qui prendrait la place de Kang. D'ailleurs, on se rappelle qu'il y avait eu des rumeurs que semble-t-il, dans une première version, alors on n'a pas de certitude, mais il y a des leaks qui étaient sortis, qui étaient totalement vrais sur Wakanda Forever, à une chose près, c'est que dans ces leaks, et tout le reste est vérifié, tout le reste correspondait au film, mais logiquement, à la fin devait apparaître Docteur Doom. Ce qui ne s'est pas passé. Mais du coup, donc ils réfléchissent à pourquoi pas mettre Docteur Doom à la place en tant que vilain, ou d'autres, hein, c'est un des exemples. Mais ils disent que ça provoque d'énormes... le fait de changer comme ça en cours de route provoque d'énormes migraines, dans le sens où, voilà, c'est déjà une grosse présence dans le MCU, Majors, et qu'en plus, il semblerait que dans le final de Loki, il y ait vraiment encore un gros teasing par rapport à Kang. Voilà, des gens qui ont vu la fin
de cette saison 2 de Loki disent « Wow, ça va être compliqué ». Parce que la fin de Loki, clairement, renvoie encore, dirige sur Kang en grand vilain. Et le problème, c'est que vu qu'il y a eu la grève des scénaristes, il n'y a pas eu le temps de réécrire. Donc c'est ce qu'on a de toute façon maintenant. Peut-être qu'il aurait pu changer à un moment, voilà, s'il avait voulu, mais c'était pas possible, parce que de toute façon, il ne pouvait pas faire réécrire la série. Donc il n'y avait pas de possibilité de changer quoi que ce soit par rapport à ça. Et vous voyez, hein, rien que la couverture là de Variety, enfin le dessin de Variety, en mode voilà, tout le monde qui s'écarte effectivement de cette nouvelle mouture des Avengers. On voit que c'est la version où il n'y a pas les anciens, même s'il reste des gens comme Bucky, comme Loki, Sam, qui est là quand même depuis longtemps. Mais voilà, on voit que c'est la version avec She-Hulk, avec Miss Marvel, avec Captain Marvel, avec Scott Lang. Et donc on voit voilà sur ce dessin tous les gens qui s'écartent. Et donc on nous dit, Marvel, excusez-moi l'expression, je reprends juste exactement ce qui est écrit, hein, je ne fais que traduire, pardonnez-moi, mais Marvel est vraiment baisé avec tout ce truc de Kang en fait, dit quelqu'un d'assez important du coup qui s'occupe de deal et qui a vu le final de Loki. Et qui dit, voilà, comme je vous disais, ils n'ont pas eu la possibilité de réécrire jusqu'à très récemment, à cause de la grève des scénaristes. Et il dit, je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer à avancer avec lui. Dans le sens où, même s'il est déclaré innocent, il y a beaucoup de mauvaise presse, et ça ne les aide pas, avec la situation déjà compliquée du MCU, qui est loin d'être aussi bonne qu'il a pu l'être à une époque. Forcément, c'est une grosse épine dans le pied pour eux. En plus, il y a le cas de The Marvels aussi, donc la suite du film de 2019, qui a été empoisonné, pour reprendre les termes, avec de longs reshoots, et qui maintenant semble avoir un destin peu fameux en termes de box-office. En tout cas, les préventes sont les plus basses qu'il y ait eu depuis des années, depuis plus de 4 ans. Les préventes sont plus basses que Quantum Mania, qu'Eternals, que tous les films sortis depuis la pandémie. Et ils disent voilà, c'est sans précédent pour la compagnie, qui jusque-là avait eu des succès, enfin des hits les uns après les autres depuis que ça avait commencé. Faut quand même 2,8 milliards pour Avengers Endgame. En tout, avec 32 films, ils ont gagné plus de 30 milliards. Enfin presque 30 milliards, ce qui est quand même énormissime. Énormissime. Mais comme le dit l'article, voilà, répliquer ce genre de phénomène n'est jamais facile. Toutefois, la source des problèmes actuels de Marvel peut être tracée on peut le traquer jusqu'à 2020. C'est là en fait où il y a eu la pandémie. Du coup, des exécutifs ont voulu mettre vraiment Disney Plus en avant, ce qui a provoqué une multiplication des programmes produits par Marvel, ce qui les a fait s'éparpiller, et ce qui a été vraiment le début des problèmes, avec du coup des histoires qui faisaient pas forcément sens les unes avec les autres, faut attendre 5 ans pour avoir la suite d'un bout d'histoire, parce qu'entre-temps, il y a 12 films et 15 séries qui n'ont rien à voir avec ce point-là. Je vous rappelle qu'il y a toujours ce type de 400 mètres de haut qui est dans l'océan, dont la seule fois où on en a entendu parler, c'est 2 lignes sur la droite d'une page internet pendant la série She-Hulk. Enfin, voilà, les gens oublient entre-temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah ouais, bon. Les gens se lassent avant d'en arriver à la suite d'un bout d'histoire qui les avait intéressés. Et là, on a justement un analyste de Wall Street qui dit la machine Marvel a sorti beaucoup de contenu. Est-ce que c'est arrivé à un point où c'est juste trop et ça commence à fatiguer les gens sur les super-héros? C'est possible. Et donc c'est Eric Angler, analyste à Wall Street, qui justement est spécialisé, qui couvre justement ce qui concerne Disney, et il dit le plus vous en faites, le plus dur c'est de maintenir la qualité. Ils ont essayé de faire des expériences avec des nouveaux personnages comme Shang-Chi, comme Eternals, avec des résultats plutôt mitigés. Et effectivement, même si j'adore Eternals, c'est vrai que vis-à-vis du public, ça a été reçu de manière assez tiède pour rester positif. Et ils disent, le problème c'est qu'avec des budgets comme les leurs, il y a besoin de home run, dans le sens, on peut pas faire à moitié, il faut que ce soit des cartons. Tu fais pas des films à 200 millions, 250 millions de dollars, et derrière, t'es content parce qu'il a fait 400-500 millions. Ça ne marche pas. Et là, ça parle de The Marvels, donc qui a quand même coûté 250 millions. Et
pour l'instant, les projections, c'est qu'il ouvrirait à 75-80 millions, ce qui est bien en domestique, ce qui est bien en dessous des 185 millions de Multiverse of Madness. Donc, enfin, on voit que la chute, elle est effectivement assez énorme. Et ce qui est assez ouf, pour le coup, donc The Marvels a été réalisé par... ça, c'est un truc qu'on apprend, je ne savais pas du tout. The Marvels, donc, a été réalisé par Nia DaCosta, ok. Mais le délire, ce qu'on apprend ici, les sourcils se sont levés quand DaCosta a commencé à travailler sur un autre film alors que The Marvels était encore en post-production. Elle s'est barrée avant que le film soit fini. Normalement, en réel, on est là pendant la post-production. Enfin, c'est le moment où des décisions très importantes sont prises, où on va faire des gros changements. Tiens, cette scène-là fonctionne pas, on va plutôt peut-être faire différemment. Enfin, c'est hallucinant. Et c'est marrant, ça va parfaitement avec quelque chose qu'on a appris il y a pas longtemps par rapport à Endgame, où on s'est rendu compte qu'en fait les Russo n'avaient rien à voir avec la scène la plus cultissime du film. C'est-à-dire la scène des portails, la scène où tout le monde arrive à travers les portails. Les Russo n'étaient pas là. Ils n'ont pas pris cette décision. À la base, eux, ce qu'ils avaient laissé, c'était un plan panoramique de tout le monde qui arrivait en même temps. Et c'est en post-prod où les responsables de VFX, ou les gens qui s'occupaient des VFX, eux, se sont dit « Non, ça fonctionne pas, faudrait trouver autre chose. Tiens, si on les faisait plutôt arriver groupe par groupe, comme ça, on va réfléchir à dans quel ordre on le fait pour laisser vraiment le temps qu'il y ait un impact émotionnel. Si on montre lui d'abord, puis évidemment, il faut qu'on finisse par Spider-Man, parce que c'est Spider-Man. Et machin, les Russo étaient pas là. Ils étaient pas là pour ces décisions-là. Ce qui est hallucinant. Ce qui est quand même un truc hyper important qui change tout le film. Je veux dire, c'est la scène, il y a quelques bonnes scènes dans Endgame, mais c'est la scène, évidemment, dont les gens se rappellent. Et ben les réalisateurs n'y sont pour rien. Ils étaient pas là pour cette décision. Et là, on a Nia DaCosta qui s'est barrée pendant la post-production. Et c'est pas contre elle que je dis ça. Je me mets à sa place, je me dis, ça se trouve, elle-même se disait, de toute façon, je ne sers à rien. Ils vont prendre des décisions sans moi, de toute manière. Voilà, c'est pas grave. Mais donc, elle est partie bosser sur un autre film, complètement. Donc, c'est un film, justement, avec Tessa Thompson, qui s'appelle Eda. Ce qui est marrant, d'ailleurs, que ce soit un film avec Tessa Thompson, parce qu'il y a quand même... Par rapport à un élément d'un des trailers, il y a des chances que Tessa Thompson fasse une petite apparition dans The Marvel. C'est une possibilité. Pas de certitude, mais c'est une possibilité. Donc bon, effectivement, voilà, on voit elle est justement partie tourner un drame avec. Et donc voilà, quand vous réalisez un film à 250 millions, c'est quand même étrange pour le réalisateur de partir alors qu'il reste encore quelques mois de post-production sur le film, dit une source proche. En plus, voilà, on nous explique que The Marvels, donc faut dire aussi qu'il y a 2 fois où la date a changé, ça a changé de place avec Quantum Mania, qui normalement devait arriver après, enfin il y a eu tout un truc, et d'ailleurs, par rapport à Quantum Mania, ça va nous apprendre aussi que du coup, effectivement, ça a diminué la période de post-production de Quantum Mania de 4 mois et demi. Les mecs qui bossaient sur les VFX sur Quantum Mania ont eu 4 mois et demi de moins pour bosser dessus. On leur a enlevé 4 mois et demi. Et on va voir un peu après que ça a beaucoup d'importance. Ça a de l'importance. Mais voilà, on nous dit, Marvel n'a jamais été dans le business d'être moyen. Le vrai pouvoir de Kevin Feige, son génie, ça a toujours été sur la post-production et sa capacité à reprendre un film en post-production et à réussir à en faire quelque chose de quand même efficace à la fin. C'est tout ce truc de méthode Marvel dont on a déjà parlé, où en fait ils laissent faire un film parce qu'ils se disent on va réparer en post-production. Même si c'est pas bon en post-production, on va réussir à en faire un truc. Ce que je trouve détestable comme manière de travailler, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont beaucoup fait. Mais le problème, ce qu'ils disent, c'est que le problème, c'est que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus cette manière, et même Kevin Feige n'arrive plus à sauver les films. Et ils disent, voilà, Kevin Feige n'est pas le seul à montrer maintenant des signes de faiblesse. L'entièreté de l'équipe du bataillon VFX de chez Marvel, ça inclut les gens du staff, les gens qui sont dans la partie marketing, tout ça, ont vraiment du mal à garder le rythme. Parce qu'il y a un flot ininterrompu de production. Et février dernier, quand les crédits se déroulaient à la première mondiale de Quantum Mania, c'était au cinéma, c'est un cinéma qui s'appelle le Regency Village Theatre, qui est à Westwood. Et alors ça va répondre, hein, les gens qui disent, parce que j'en vois encore, dire oh, ça va, oh, franchement vous êtes dur, hein. Ils sont bien les VFX de Quantum Mania, ça va, moi je trouve ça joli. Non, c'est de la merde.
Je suis désolé, non, c'est de la merde. Et voilà. Là, c'est les spécialistes VFX qui disent il y avait au moins 10 scènes où les effets visuels avaient été ajoutés à la dernière minute et étaient flous, out of focus, ça veut dire ils étaient flous. En mode, c'était dit un vétéran qui était présent. Et il dit, et retenez bien cette phrase, il dit « It was insane », c'était fou. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Même les enfants des exécutifs parlaient de ça. En mode, ça a choqué tout le monde. En mode, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Comment on a pu sortir des VFX pareils? Alors qu'on vienne pas me dire, non, ça va, c'est pas... Non, même eux, ils étaient sous le choc. En mode, c'est quoi cette merde? Donc voilà, il y a un moment, faut aussi être objectif. Et voilà, ils disent qu'effectivement, donc le changement avec The Marvels, le fait d'avoir remplacé les deux, interverti, voilà, c'est le mot que je cherchais, interverti les deux, ça a du coup enlevé 4 mois et demi de post-production à Quantum Mania. Et ils se sont retrouvés à bosser comme des fous. Et c'est dit ici, du 14 heures par jour, sans qu'il y ait rien qui soit compté comme heure sup. 14 heures par jour, ils bossaient. 14 heures par jour. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et c'est pas étonnant que ça ait conduit à ce que les équipes VFX, celles qui bossent directement pour Marvel, c'est-à-dire que c'est une 50aine de personnes, pour la première fois, une équipe de VFX a dit c'est bon, on syndicalise. Ils ont créé leur syndicat, c'est la première fois. Tellement la situation était plus possible. Et ils disent, l'année 2023, c'est celle qui vraiment a dépassé les bornes. Dit l'ancienne assistante coordinatrice VFX pour Marvel Studios, Anna George, qui est apparue devant devant un groupe, justement vraiment le truc officiel, pour témoigner à propos des conditions déplorables de travail, justement, voilà, pour amener à la création du syndicat. Et elle dit, voilà, la paix, les longues heures, ce sont les raisons pour lesquelles on devait commencer ce processus de syndicalisation. Les conditions étaient intenables. Et voilà, on a même Bob Iger lui-même qui a reconnu, après son retour, qu'effectivement, Marvel avait des problèmes, qu'il y avait trop de production. Il a été obligé de le reconnaître lui-même devant les actionnaires, devant tout le monde. Et alors, on a Victoria Alonso, donc vous savez, cette responsable, entre autres, de tout ce qui chapeautait tout ce qui était VFX, plus d'autres choses, les productions physiques et tout ça, qui a été renvoyée. Alors, il y a un côté où on nous dit elle a été renvoyée pour d'autres raisons, parce qu'elle produisait un film avec Prime, ce qui allait à l'encontre de son contrat de bosser avec quelqu'un d'autre. Du coup, il y en a qui essayent de dire oui, mais c'est parce que voilà, la partie VFX, du coup, c'était de sa faute. Sauf que, d'ailleurs, voilà, elle a une très sale réputation d'être vraiment quelqu'un de très difficile à travailler avec. C'est pas de sa faute. Le coût des VFX et des conditions de travail et tout ça, c'est pas de sa faute. C'est la faute de Kevin Feige et tout ça, et c'est ce qu'il dit dans l'article. C'est parce que les scripts sont incertains, c'est parce qu'il y a des changements à longueur de temps. Là, on nous donne l'exemple de She-Hulk, où à la base, on ne devait voir son origin story qu'au 8e épisode. Sauf qu'au dernier moment, ils se sont dit... Non, il faudrait qu'on le voit au début, en fait. Et donc, d'un coup, les équipes VFX ont dû bosser sur cette scène-là pour qu'elle soit prête pour la sortie de la série, alors que pensaient avoir encore 6-7 semaines pour bosser dessus. Et c'est ça le problème. Et quelqu'un comme Victoria Alonso, qui que ce soit, qui aurait eu la place de Victoria Alonso, vous êtes censé gérer les équipes de VFX. Si les gens au-dessus, si on vous file des scripts pas finis, qui vont changer 50 fois, si les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, si c'est un bordel pareil en termes de pré-production, et si vous emmenez un bordel pareil en post-prod, parce que vos scripts, parce que vous ne savez pas quel film ou quelle série vous allez faire, et que vous le décidez en cours de route, de toute façon, la personne qui doit gérer les équipes des VFX, ça aura beau être la personne la plus sympa du monde, elle sera obligée de devenir une connasse ou un connard. De toute façon. Parce que vous ne pouvez pas avoir de bonnes conditions de travail s'il y a des changements à longueur de temps en post-prod. C'est juste pas possible. Évidemment qu'elle n'a pas le choix, et c'est pas pour la défendre, c'est que c'est la logique même.
Elle est tributaire, peut-être qu'elle aurait été insupportable quand même sinon, mais là, dans le cas précis, avec les méthodes de travail de Marvel, vous pouvez mettre le mec le plus sympa du monde, de toute façon, il devra aller dire « Ouais, vous devez bosser 14 heures par jour parce que ils ont changé d'avis au dernier moment. » Donc ça change rien que la personne ait le sourire, qu'il ou elle ait le sourire. De toute façon, les conditions ne changent pas. Elle n'est pas responsable, elle n'était pas responsable des conditions de travail. Donc à partir de là, au contraire, je pense qu'au contraire, ils étaient contents justement qu'elle ait cette façon que ce soit quelqu'un de dur et ainsi de suite, parce que c'est ce qu'il leur fallait. C'est ce qu'il leur fallait. Donc ils ont été bien contents pendant longtemps, et ils n'ont rien dit. Donc non, remettre ça sur son dos à elle, je trouve que pour le coup, c'est absolument injuste. C'est absolument injuste. Et voilà, effectivement, des sources internes disent qu'elle était en gros un alibi, enfin c'était l'excuse, mais voilà, que les problèmes vont bien plus loin que ça. Et voilà, ce qu'ils appellent des mauvais effets fixes, c'est surtout parce qu'on a des scripts à moitié finis, quoi. Et donc évidemment, quand il faut tout faire au dernier moment, bah ouais, et du coup c'est pas de la faute de Victoria, c'est de la faute de Kevin, et même des fois de gens au-dessus de Kevin. Mais elle, c'est juste une excuse dans l'histoire. Et voilà, pareil, on nous dit que pour She-Hulk, pareil, des gens en source interne qui disent les effets spéciaux de She-Hulk, il y a plein de scènes sur lesquelles, pareil, les effets étaient flous parce qu'il fallait essayer de planquer la pauvreté des textures, la pauvreté des effets. Et donc voilà, on fait du cache-misère dans ces cas-là. Il n'y a pas le choix. Et là, c'est la personne qui a écrit le livre dont on parle beaucoup en ce moment, MCU The Reign of Marvel Studios, qui nous dit il y a vraiment des signes que les gens se désintéressent de l'univers du MCU. Et je suis désolé, il y a des gens qui veulent pas forcément l'entendre ou quoi, qui vont dire ah mais regardez, non c'est pas vrai, il y a encore les films font encore du chiffre et tout. Oui, mais il y a plein de facteurs qui le montrent. Déjà les films pour pas mal font moins de chiffres. Et en plus, quand vous regardez tout ce qui est les Marvel concernant podcast, les articles, donc les journalistes le voient, tous les gens qui font sur YouTube, sur plein de choses, il y a une baisse. Il y a une baisse d'intérêt. Il y a vraiment une baisse d'intérêt pour le MCU. C'est une certitude. C'est plus comme ça l'était à une époque, un signe certain de qualité le MCU. Ça a perdu cette image-là et pas mal de gens s'en sont même lassés. Et d'ailleurs, on nous parle ici de Blade, et rappelez-vous, il y a eu une rumeur, là justement, hier qui est sortie, comme quoi Blade et Thunderbolts seraient annulés. Alors ce n'est qu'une rumeur, attention, aucune certitude, rien d'officiel. C'est une rumeur qui dit que peut-être Thunderbolt et Blade seraient annulés. Mais là, on voit, avec les critiques qui montent, on voit que Feige, comment dire, met là sur des scripts ou des projets dont on voit que ça n'a pas l'air de fonctionner, ou dès l'écriture ou dès les débuts de production on voit que non ça marche pas. Et par exemple Blade, et attendez, parce que c'est fou, donc Mahershala Ali évidemment qui a signé pour jouer le rôle de Blade. Et au début ça commençait bien, ouais, 2023 on aura un Blade et tout, c'est cool, mais il y a eu 5 scénaristes différents, 2 réalisateurs. Une fois où carrément ça a été arrêté 6 semaines avant que ça devait commencer le tournage, où ils ont dit non, on stoppe tout, c'est de la merde, on ne va pas commencer à tourner ça. Et il y a même une personne qui est familière avec le script, avec les changements qui ont pris place dans les scripts, qui dit qu'à un moment, écoutez-moi bien ça, ils ont Mahershala Ali, quand même, acteur, acclamé, grosse récompense, tout le bordel, il a quand même 2 Oscars. 2 Oscars. Le mec a 2 Oscars. À un moment, l'histoire était devenue une histoire menée par des femmes, remplie de leçons de vie, et Blade était relégué en 4e rôle. C'était le 4e lead. Une idée bizarre, considérant que le studio a quand même Mahershala Ali, encore une fois, 2 fois vainqueur aux Oscars. Et ils ont tellement trifouillé, à un moment ils en ont fait un truc où Blade c'était le 4e personnage en ordre d'importance dans son propre film, et c'était devenu un truc sur des leçons de vie par un cast féminin, je sais pas quoi. Ouais, quoi ? Comment plaît-il de... Et c'est pas le fait que ce soit un cast féminin, c'est le fait de... Le film s'appelle Blade, c'est son nom sur l'affiche, c'est son nom en gros. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et il semblerait que maintenant, donc ils ont embauché Michael Green, qui lui a été nominé aux Oscars pour le script de Logan, l'excellent Logan. Et là, les spéculations parleraient d'un film dont le budget serait moins de 100 millions.
un film MCU avec un budget de moins de 100 millions. Ce qui est pas déconnant, hein, parce que ça fait longtemps que je dis qu'il faut baisser les budgets qui sont juste aberrants, vraiment aberrants. Mais faire ça sur le film avec un double vainqueur des Oscars, ok, ok. Et du coup, autre chose, il y aurait des rumeurs, des sources disent qu'il y a eu des discussions pour amener le casting original, le gang original des Avengers. Donc incluant Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, tout ça. Mais le studio n'a pas encore vraiment décidé de cette idée. Mais le truc, c'est que, ok, je comprends que à force de défaite, il y ait envie de se dire, tiens, ça c'est un coup sûr. Mais bon, c'est un one shot. Enfin, je veux dire, c'est un coup sûr. Ok, mais vous réparez pas sur le long terme. C'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'échec. Vous renvoyez un aveu d'échec vis-à-vis des gens. Et ok, vous allez peut-être faire du pognon sur cette fois-là. Mais le problème, c'est que derrière, voilà, enfin, c'est juste, tu vas pas refaire des aventures avec eux. Tu les fais revenir une fois. Donc ça ne règle rien à long terme. C'est un pansement, en fait. C'est une rustine, c'est un simple pansement. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Et un des gros problèmes pour moi, et on va finir là-dessus, le problème, c'est que même quand ils ciblent bien les problèmes, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre qu'ils vont trouver les bonnes réponses. C'est le souci. Et on voit par exemple que même au-delà des problèmes majeurs par rapport à Majors, ils pensaient déjà à peut-être le remplacer à cause du box-office de Quantum Mania. Mais les gars, le problème dans Quantum Mania, ça n'a jamais été Majors. Alors, discussion peut être faite sur la post-crédit, où c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bof sur les autres versions de Kang. Mais par contre, sur le film Quantum Mania lui-même, il est très bien Kang. Il est très bien Majors en Kang. Le problème, c'est l'écriture. Le problème, c'est de le faire battre par des fourmis géantes. Le problème, c'est pas Majors. Le problème, c'est ce que vous lui faites faire. Le problème, c'est ce que vous faites de son personnage à la fin. C'est ça le problème. Et c'est le fait que ce soit une espèce de comédie débile, encore une fois. C'est ça le problème. Donc, c'est bien beau de cibler des choses qui ne vont pas, c'est bien beau de voir que ça ne va pas. Encore faut-il comprendre pourquoi ça ne va pas et prendre les bonnes décisions en conséquence. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais donc voilà. Je vais vous mettre le lien de l'article, de toute façon, au cas où vous voudriez vraiment le voir précisément. Alors si, bien sûr, très vite fait, mais on nous parle aussi de Guardians of the Galaxy 3 qui a très bien marché, sauf que ça leur a pas échappé chez Marvel que et ouais, c'est fait par le mec qui maintenant dirige notre studio concurrent direct. Donc bon, va falloir aussi gérer avec ça. On nous rappelle que pour Marvel, en dessous de 500 millions, eux considèrent ça comme un échec. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. En dessous de 500 millions, pour eux, c'est un échec complet. Et voilà que les espoirs sont vraiment mis sur toutes ces franchises qui ont été récupérées en 2019 avec le rachat de la Fox. Donc les 4 Fantastiques, les Mutants avec les X-Men et tout ça. Et voilà, ça va aussi être un élément très important de l'avenir de Marvel Studios. Enfin voilà, en tout cas voilà, on a vu comme ça tout l'article. Il y avait pas mal de choses à discuter. La vidéo est un petit peu longue. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, ça aide énormément. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un petit clic, c'est gratuit et ça aide beaucoup à pouvoir développer la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aussi ça aide énormément et puis à la partager bien sûr. Et sur ce, n'hésitez pas bien évidemment à me donner votre avis, vous, sur tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.